Je m'attendais tellement pas à pleurer toutes les larmes de mon corps en regardant cette série et pourtant ça a été le cas et je défie qui que ce soit de résister à ça. La Reine Charlotte, les chroniques de Bridgerton vient de sortir sur Netflix et je vous partage mon avis sans spoiler et avec spoiler. Alors que vaut ce spin-off? Vaut-il le coup? I've seen enough. I have seen enough. Le spin-off de La Chronique de Bridgerton suit les jeunes années de la reine Charlotte. On suit donc son arrivée à Londres alors qu'elle est promise au roi d'Angleterre contre son gré et on voit comment elle s'acclimate à cette nouvelle vie. Si logiquement un spin-off se veut toujours moins bon que la série principale, je trouve que pour le coup c'est pas le cas ici. Je trouve ça ni mieux ni moins bien, mais je trouve que ça complète bien la série principale, ça propose quelque chose de différent tout en étant dans le même ton et dans le même univers forcément. Alors moi j'ai adoré La Chronique de Bridgerton, ça fait ressortir en moi la vieille dame de 80 ans assise sur son porche avec son thé en train de juger tout le monde, j'adore. Je trouve que la série elle fait du bien et franchement je m'attendais pas à grand chose à ce spin-off, c'est pas une histoire qui m'intéressait tant que ça de base. Quelle erreur. Ça a été forcément une belle surprise, les 6 épisodes ont été ultra addictif. Typiquement pour moi c'est le genre de série quand tu commences à la regarder tu regardes tout un peu d'un coup, c'est pas possible de s'arrêter. C'est typique de Bridgerton. Et si on parle d'amour parce que ça fait partie de l'identité, de l'univers de la série, cette fois on se différencie aussi en parlant de sujets beaucoup plus importants et beaucoup plus sérieux, comme la santé mentale et le racisme. Évidemment le ton de la série est assez léger, donc on va jamais tomber dans quelque chose de très anxiogène ou qui a une narration assez violente, ça donnera jamais cette impression-là. Mais comme l'identité de la série ne permet pas d'explorer ça de façon beaucoup trop sérieuse, c'est finalement assez bien raconté je trouve et ça fait du bien de voir ça avec aussi beaucoup plus de légèreté. Alors évidemment si on a déjà vu la série mère, on a une idée de ce qu'on va voir entre Charlotte et le roi George et de ce quoi va ressembler leur histoire d'amour. On sait qu'on va verser quelques larmes, forcément, mais pour le coup je pourrais encore regarder toute une saison sur leur haut, leur bas, leur vie de famille, bref, leur histoire d'amour. Shonda Rhimes, elle a reçu le pari de aborder une histoire qu'on connaît déjà, plus ou moins, tout en la rendant toujours surprenante, fascinante et grandiose. Cassie, elle suit en grande partie la jeunesse de la reine Charlotte, avec aussi le début de son amitié avec Lady Dunbury, et puis on aperçoit aussi Violette quand elle était jeune. Et j'étais aussi très surprise de voir des séquences qui se déroulaient dans le présent, qui pour ma part soulignait énormément le bon casting qu'on a pu avoir donc dans les jeunes personnages. Je trouve que le casting était parfait, les acteurs on les reconnaît vraiment, ils ont même les mêmes mimiques que les acteurs plus âgés qui jouent le même personnage, tout était parfait. Alors évidemment je vous conseillerais de la regarder, la série elle est touchante, émouvante, les costumes ils sont toujours aussi parfaits, tout est bien filmé, tout est joli, mais préparez vos mouchoirs car vous n'en ressortirez pas indemne, ça je vous le garantis. Je précise aussi que pour ceux qui ne connaissent pas Bridgerton ou ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, la série se base sur des faits historiques et réels, mais cela reste de la fiction. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas une série historique, donc il y a beaucoup de libertés qui sont prises. Je me permets de faire cette petite clarification parce que j'ai vu beaucoup de retours quand même de personnes qui étaient offusquées par les libertés prises par la série, pensant qu'une série d'époque est égale forcément à une série réelle, historique, documentaire. No! 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 Let's begin. Bien plus qu'une simple romance qui finit bien, la série préquelle est plus sombre et aborde des sujets plus complexe. Bridgerton ne s'était pas du tout étendu sur la question raciale, cette fois on aborde le sujet. Ici, dans La Reine Charlotte, on va justifier la crédibilité du monde de Bridgerton et on nous montre l'impact qu'ont eu le roi George et la Reine Charlotte sur la question de mixité. La série se veut un petit peu plus politique, alors attention, c'est toujours pas du Game of Thrones, mais par exemple un mariage mixte est appelé la grande expérimentation par les membres du Parlement et cette idée a été initiée par la mère de George, Augusta. On voit alors le début de cette nouvelle Angleterre où chacun possède des titres et on voit aussi l'influence et l'impact qu'a eu Lady Danbury auprès de Charlotte dans la réalisation des enjeux sociétaux et sociaux qu'elle représentait en tant que nouvelle reine. You are the first of your kind. That opened doors, so we are new. Your focus should be your country, your people, our side. I do not understand that you hold our fates in your hands. Charlotte, elle représente l'inclusivité de cette famille royale qui se veut plus moderne et qui mène cette expérience, mais qui reste toujours profondément raciste. Be introduced to His Majesty soon, or... I did say she had more blood, Ma'am. You did not say she would be that brown. But I did say she had more blood. Very brown. Paint my skin darker, as it actually is. No. Paint her skin lighter. Pale. Et donc là, la série elle va aborder les discriminations dont sont victimes les personnes noires à l'époque géorgienne et comment ce mariage mixte va tout changer.
They are not mingling. On aperçoit vraiment alors l'impact qu'ont eu le roi et la reine et qui justifie donc le monde de Bridgerton aujourd'hui où tout le monde est mélangé, c'est totalement mixte, jusqu'à même plus être une question ou un problème dans Bridgerton alors que c'est quand même soulevé plusieurs fois comme un problème et on voit vraiment le traitement des différences dans la série préquelle. Mais la série elle est aussi ultra féministe. On parle de la condition de la femme qui appartient à son mari, notamment avec le personnage de Lady Danbury, donc Agatha et aussi Charlotte. I was 3 when my parents promised me, so I was raised to be his wife. Your body is not your own. My body is his, is it not? On rentre tout de suite dans le bain, on commence la série avec Charlotte qui est vendue par son frère au roi d'Angleterre pour conclure une alliance avec la Grande-Bretagne. Charlotte elle n'est pas contente, et on peut le comprendre. Le simple fait d'être vendue sans être consultée, sans son accord, montre bien la place de la femme dans cette société. Elle n'est pas considérée, elle sert juste de transaction ou de four pour produire des héritiers. You have good hips. You will make lots of babies. That is your job. Et les femmes n'ont pas non plus le droit d'être en colère, thématique toujours très moderne aujourd'hui. Dès le début, ce sera répété, son frère la qualifie d'émotionnelle quand elle se met en colère et qu'elle montre son mécontentement face à une situation qui est quand même très légitime pour qu'elle soit mécontente. You are upset. Emotional. And now I am their queen. You are emotional. Please say that one more time. I shall have you beheaded. Cela replace la vision de la femme comme des êtres totalement émotionnels, incapables de réfléchir par elles-mêmes, gouvernés par des hormones et des émotions, tandis que les hommes, ce sont ceux qui réfléchissent, qui sont plus logiques, qui ont le droit aussi d'être en colère. Je tiens à dire qu'il y a aussi des rôles de genre qui sont quand même très intéressants, même dans Bridgerton, qui sont abordés, même aussi au niveau des hommes, notamment des aînés de la famille. Mais du coup, cette place qu'occupent les femmes dans la société est aussi montrée avec le personnage de la mère de George, qui respecte très bien son rôle de genre. Are you saying The king is saying, I am only his mother, I say nothing. I do not remember names, I am female. Of course. Elle cherche à protéger son fils très maladroitement, et cela s'explique par l'époque et aussi son devoir d'être la mère du roi et son devoir d'être une femme. Et alors qu'elle pourrait être un peu une antagoniste de l'histoire, je sais pas si elle est vraiment considérée comme telle. Moi, je la vois vraiment comme un personnage neutre. Je l'ai trouvée très intéressante et brillamment interprétée par Michelle Fairley, qui a été iconique dans le rôle de Catelyn Stark dans Game of Thrones. Elle a beaucoup de nuances, je trouve, et elle sert aussi à renvoyer le rôle de genre des hommes, surtout du roi, qui est l'aîné, qui a une responsabilité d'être le roi d'Angleterre, donc d'être parfait, d'être sans défaut, parce que l'imperfection pourrait compromettre le gouvernement, enfin son royaume, la stabilité de son pouvoir, etc., etc. Et donc toute cette pression, évidemment, ne va pas aider George, et ça aura des impacts sur sa santé mentale, mais ça, je vais y revenir. Le dialogue entre Augusta et Agatha est l'un de mes moments préférés, de son malaise face à l'émotion incontrôlable de Lady Danbury, à ses conseils à la révélation de son passé. Je trouve que ça lui donne beaucoup plus de profondeur, et on peut aussi, je trouve, voir son impact sur le personnage de Lady Danbury. A cruel, evil man. I loathed him. I had bruises as well. I found a way to control my own fate. You may not quit. Cover your bruises and endure. Et évidemment, Lady Danbury, icône féministe, forcée de marier un vieil homme alors qu'elle était encore bébé. Elle est violée quotidiennement et c'est quand même une intrigue narrative qui est hyper violente et hyper sombre, mais qui est toujours traitée avec de la légèreté dans la série, mais quand tu l'intellectualises et que tu te rends compte de la réalité de ce qu'elle vit, c'est abominable. Elle ne veut pas de lui, mais est forcée de faire son devoir conjugal. Elle subit. Elle est façonnée pour plaire à son mari. Sa couleur préférée est la même que la sienne. Elle apprend les morceaux de piano de ses morceaux préférés. Elle existe que par lui pour lui plaire. Vraiment, son arc narratif, il montre toute l'horreur de la condition de la femme. Je trouve que dans tout ce qu'on a pu voir dans l'univers Bridgerton, c'est l'intrigue la plus sombre. Et en même temps, toute l'horreur de cette intrigue, c'est aussi le fait que c'était banalisé, en fait, parce que c'était le quotidien de beaucoup de femmes. Et là où ça devient un peu plus joli, c'est qu'à la mort de son mari, elle apprend enfin à respirer toute seule. I was raised for him and now I am new. I am brand new. And I never want to be married again. Now it is time that I learn to breathe all on my own. Elle apprend à vivre, à se connaître, à voir ce qu'elle aime, qui elle aime, et ça a été un véritable plaisir de voir son émancipation. En apprendre plus sur son personnage m'a fait encore plus aimer Lady Danbury, et je veux beaucoup plus apprécier son personnage maintenant, même en regardant les prochaines saisons. Et c'était un vrai plus et une vraie force de voir aussi sa jeunesse dans le préquel
de Bridgerton. Le féminisme ne s'arrête pas là puisqu'on le voit aussi dans les relations qui lient les personnages féminins entre elles, que ce soit dans le passé ou même dans le présent, de voir le début de l'amitié entre Agatha et Charlotte à la relation aussi entre Agatha et Violette dans le présent. Le féminisme a eu une place très importante je trouve dans cette série. Il y a aussi le sujet de la santé mentale qui a été abordé et c'est un gros sujet dans la série, et ça concerne le roi George. Et là, encore une fois, la série elle se démarque de la série mère en abordant une thématique beaucoup plus sombre. On en apprend beaucoup plus sur lui et les difficultés personnelles auxquelles il fait face, notamment avec la maladie dont il souffre. Son devoir, sa fonction, sa maladie lui provoquent un sentiment d'étouffement. Sujet à des crises de stress, d'anxiété ou d'angoisse, ça n'aide pas du tout sa condition et ça semble être le déclencheur de ces crises de folie et déconnexion donc avec la réalité. Sa maladie est un mystère et forcément les grands intellectuels de l'époque n'ont pas une meilleure idée que de le torturer pour résoudre tous les problèmes. Yes, indeed. Indeed. George, c'est un personnage qui manque beaucoup d'estime pour lui-même. Il a les responsabilités de tout un royaume sur ses épaules, il est censé être parfait, et donc il est sans cesse renvoyé à ses imperfections. Il vit dans une peur constante que ses crises réapparaissent, le confrontant encore plus à son manque de contrôle qu'il a sur sa propre vie. Il est prisonnier de sa fonction, de son devoir, de ses responsabilités, et de son mental et de son propre être. Et pour essayer d'être digne de Charlotte et de se guérir et donc enlever cette maladie et ne plus que ce soit un problème, il va accepter de se faire torturer pendant des heures, voire des mois. George semble de plus en plus anxieux et la torture qu'il a subie semble avoir détérioré son état de santé, le rendant incapable de confronter le monde sans Charlotte. Elle est devenue sa lumière, son socle. This darkness is my burden. You bring the light. Et quelle histoire d'amour les lie tous les deux. C'est tellement tragique et tellement beau à la fois. Charlotte et George se comprennent. Ils ressentent tous les deux le besoin de se libérer des devoirs et des responsabilités qui les emprisonnent. Charlotte elle affronte la situation en tant que femme de couleur, en tant qu'étrangère allemande à la cour d'Angleterre. George affronte la situation en tant qu'homme de lignée royale, roi d'Angleterre qui étouffe dans ce rôle. Et ils tombent follement amoureux, ils connaissent des hauts et des bas. Au contraire de toutes les autres saisons de Bridgerton, leur histoire d'amour ne finit pas vraiment bien. Et même si leur amour dure toujours, le roi perd la tête, ce qui donne forcément un côté un peu tragique à leur histoire. Mais raconter des histoires d'amour est le point fort de l'univers Bridgerton et la reine Charlotte continue la lancer. C'est la thématique principale de l'univers, donc forcément l'amour est présent tout au long de la série. Et dans la reine Charlotte, on voit beaucoup de différents types d'amour qui ne se finissent pas très bien. Au-delà de celui qui unit la reine Charlotte et le roi George, on voit aussi l'amour d'une mère envers son fils. Un amour très pudique mais visible pour le spectateur à travers le regard que sa mère porte à son fils. He is perfection. You make him happy. Thank you. On voit aussi l'amour interdit entre le père de Violette et Agatha, qui ressent pour la première fois un réel désir. On voit aussi l'amour d'un domestique à sa reine, ou en tout cas, oui, l'affection, la loyauté. Mais il y a aussi l'amour de Brimsley et de Reynolds. Un duo très touchant et c'était une bonne surprise dans la série. Le seul gros défaut que je dirais à la série, vraiment ma grosse insatisfaction, c'est de ne pas avoir de conclusion à leur histoire. On ne sait pas ce qui leur est arrivé, on voit juste Brimsley danser tout seul à la fin, mais aucune nouvelle de Reynolds une fois adulte. Où est-il ? On ne sait pas. Le fait que cette histoire n'a pas de conclusion est totalement incompréhensible au vu de la place qu'ils occupent pendant cette série. Alors peut-être qu'on en saura plus en saison 3 de la série principale, j'espère. Alors le spin-off il fait pas avancer l'histoire principale, mais on a des relations qui ont plus de sens et qui ont été un peu plus approfondies, notamment celle de Violette et Agatha, et le personnage de Violette aussi connaît quand même un gros changement en cette cette série de la reine Charlotte. Elle est prête à rencontrer un autre homme. Donc ce sera sûrement traité en saison 3. Et en tout cas, c'est sans aucun doute qu'on va avoir un autre regard porté sur tous ces personnages qu'on a appris à connaître dans cette série préquelle. La reine Charlotte ne connaîtra pas de saison 2 car la série était prévue comme une série limitée, donc il y a quand même très peu de chances qu'il fasse une saison 2. C'est pas nécessaire, même si personnellement, ça me dérangerait pas de continuer à voir l'histoire entre George et Charlotte, même la rencontre entre Violette et son mari, et de continuer à voir le développement de Lady Danbury. Je pourrais encore regarder ça plusieurs saisons, je pense. Dites-moi votre avis sur la série préquelle en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!